Alors on passe maintenant à la dernière séquence de ces Réno Talks. Rénover, une question de technique. On a abordé tous les aspects autour de la rénovation globale et performante. Là, on va se demander comment fiabiliser, sécuriser les travaux de rénovation énergétique à grande échelle, morphologie, histoire du bâti, le volume des surfaces, les matériaux utilisés. Il y a beaucoup d'informations à avoir avant le lancement d'un projet de rénovation énergétique. Qu'est-ce qu'on a comme outil à disposition pour recevoir ces informations? Dans cette session, on va découvrir la nouvelle base de données nationale des bâtiments et la méthode Sereine, développée dans le cadre du projet Profil. Pour en parler, je vais demander à Philippe Estingois et Hervé Charru, nos deux intervenants, de me rejoindre sur scène. Messieurs, c'est à vous. Merci d'avoir, comme dans les mariages, une fille, un garçon. Je suis la fille. Bonjour messieurs. Alors, Philippe Estingois, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter le programme Profil? En quoi ça consiste? À qui ça s'adresse? Oui, bonjour. Donc, le programme Profil est en fait la continuation d'un ensemble de grands programmes qui ont été mis en place suite au Grenelle de l'environnement, puisque en termes de technique donc à la disposition des acteurs, on n'avait pas encore les outils qui permettaient de répondre aux attentes de performance énergétique qui étaient souhaitées dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Donc le programme Profil 2, c'est la continuation d'un travail qui a été fait dans le cadre de RAGE, de Pacte, puis de Profil, et aujourd'hui Profil 2. Alors Profil 2, c'est un programme donc, qui a été souhaité par l'ensemble de la filière, donc avec l'ensemble des acteurs donc, de la filière qui sont mobilisés sur le sujet, avec donc un financement assuré par, on appelle ça les obligés, en l'occurrence donc les énergéticiens, donc avec un pilotage, donc copilotage donc entre le CSTB et l'agence qualité et construction, donc qui est le pilote principal. Et donc on est passé dans RAGE de la production de guides techniques et de recommandations professionnelles qui valaient normes à, donc dans Profil 2, un certain nombre d'actions qui ont pour vocation d'aider donc à la réalisation donc de projets de rénovation énergétique et puis surtout avec des objectifs de confiance. Donc donner des outils qui permettent de prendre la bonne décision de rénovation et puis donner des outils qui permettent donc de s'assurer que ce qui a été fait correspond bien à ce qui a été demandé. Donc dans le cadre de Profil 2, donc, il y a 8 projets donc, qui sont en cours aujourd'hui. Donc 8 projets, donc 4 qui sont pilotés par le CSTB, 4 qui sont pilotés par la CAISC. Donc pour plusieurs d'entre eux, donc, ils ont fait l'objet de présentations dans les différents espaces donc, qui sont mis à disposition, ateliers donc, divers et variés. Donc je vais les citer en disant rapidement en quoi ils consistent. Donc il y a un projet qui s'appelle Cartec, donc, qui est un dispositif donc, qui permet de sécuriser les économies d'énergie tout en veillant au confort. Donc on a un projet qui s'appelle donc Renobox, donc qui est un outil qui va permettre de regrouper en un seul endroit l'ensemble des outils que nous avons développés depuis maintenant plus de 10 ans, de façon à ce que vous ayez effectivement accès à toutes les typologies d'outils. Donc, et ils sont plusieurs centaines, donc avec un classement donc, qui facilitera les usages, qui facilitera aussi les usages donc, pour les pédagogues, hein, puisqu'on travaille aussi avec le programme FIBAT, qui se préoccupe de la formation initiale et de la formation continue, et qui sera aussi, donc, bien évidemment, à l'usage de l'ensemble des acteurs. On a aussi donc, un projet qui s'appelle Renoptim, donc, qui est plus spécialisé sur le confort d'été, et on a vu cette année donc que ce n'était pas forcément idiot de se préoccuper de ça. Cette année, on l'a bien senti, le sujet confort d'été, je vous confirme. Avec des recherches d'optimisation donc des modalités de maintien de température fraîche à l'intérieur des bâtiments, donc sans pour autant donc, développer de la climatisation plein pot, mais plutôt en ajustant donc, des brasseurs d'air avec éventuellement quelques éléments de climatisation et en optimisant les dépenses énergétiques pour donc, ramener du confort à l'intérieur. Donc il y a un projet aussi qui s'appelle Restore, donc, avec plusieurs typologies de modes de restauration de bâtiments donc, en fonction des typologies de bâtiments que l'on trouve donc, au niveau national. Donc tout ça, c'était fait donc, piloté par le CSTB. Et puis on a un projet qui s'appelle donc, Interface,
Pardon, c'est quoi le dernier? Le dernier, c'était Renoptime. Oui, ok. Et donc là, on a un projet qui s'appelle Interface, donc, puisque l'agence qualité construction, qui est là pour prévenir les désordres dans la construction, a identifié que les principaux désordres donc, sont liés à une mauvaise gestion d'interface entre matériaux, entre techniques, entre acteurs. Et donc, on fait un catalogue donc, de dispositifs de traitement des interfaces de façon à limiter donc, les désordres. On a aussi un projet qui s'appelle Ombré 2. Donc, c'est un projet qui est spécialisé pour les problématiques qu'on trouve en Outre-mer. Et qui est dans la continuation d'un projet que l'on a lancé aussi donc, il y a déjà pas mal de temps, donc plusieurs années, avec l'idée de donner la parole donc, aux occupants des Outre-mer pour mettre en valeur les techniques qu'ils utilisent et puis pour identifier donc, une optimisation de la mise en œuvre de ces techniques de façon à ce qu'ils en profitent directement, et puis que nous, dans l'Hexagone, on en profite aussi un petit peu, puisque, donc, même chose, il y a un certain nombre de dispositifs qu'il va être important de décliner donc, au sein de l'Hexagone au regard de l'évolution climatique. Donc ça, c'est les 8. Ça, c'est les 8 thématiques qui sont développées. C'est les 6 premières, les 6 que premières. je viens de citer. Et il en reste 2. Il en reste 2. Ouais. Donc celle dont on va vous parler plus précisément, donc avec Gorenov, donc, dont Hervé Charru va vous parler, et puis moi, Suren, dont je vais vous parler par la suite. Donc Gorenov, c'est pour inciter donc, à agir. Suren, c'est pour mesurer la performance. Hervé Charru, justement, superbe transition. Vous allez nous présenter un des projets phares du programme, donc ce projet Gorenov, et puis également nous parler de cette base de données, puisque ça c'est un gros sujet. Il a fallu collecter beaucoup de données et surtout il a fallu les traiter. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le sujet de Gorenov, alors j'ai théoriquement une présentation qui fera défiler quelques éléments pour aider à la compréhension. Le sujet, c'est d'aider les particuliers dans la rénovation. Je ne sais pas où est le pointeur. Non mais ça y est, mais il a déjà... Voilà. Vu le nombre de logements qu'il y a, on est à peu près sur 26 millions de bâtiments dont on connaît assez peu de données, in fine. Et l'intérêt, c'était de récupérer un maximum de données relatives à la rénovation du parc, avec des consommations énergétiques, des niveaux d'isolation, des orientations géographiques issues des cadastres, de manière à pouvoir aider les acteurs propriétaires dans le passage à l'acte pour la rénovation. Quels éléments je peux avoir sur mon bâtiment pour me dire « oui, je suis plutôt bon sur ce sujet, j'aurais intérêt à faire une rénovation par l'extérieur par exemple, pour l'isolation, avant de changer mon moyen de chauffage, sur quoi je vais m'appuyer ?» Donc l'idée a été de se baser sur tout un ensemble de données. C'est long, hein, les passages. Non, voilà. Ça va. C'est pas moi le fabricant de la télécommande. Oui, non, je suis d'accord. Et donc, c'était d'arriver pour qu'à partir d'un état des lieux, on puisse aider les particuliers, mais aussi les collectivités territoriales, les bailleurs, à définir la stratégie de rénovation la plus optimale par rapport au parc qu'ils ont à gérer, et ensuite de travailler à leur mise en œuvre, et ensuite mesurer les performances. Donc, ce sujet a été effectivement mis en œuvre dans le cadre de Profil et du projet Gorenov, tel que l'a rappelé Philippe, et il a l'objectif d'amener des outils pratiques pour fiabiliser les rénovations énergétiques des bâtiments et aider à ce passage à l'acte. Alors donc c'est bien excessivement important, c'est que beaucoup de gens ne savent pas au départ d'où je pars et donc ils ont quelquefois une volonté de rénover, mais ils ne savent pas quels sont les éléments. C'est pour les aiguiller un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors, c'est passé de l'estimation statistique que l'on a assez globalement à la connaissance de chaque bâtiment. Et on a réussi, à travers des croisements de bases de données, à avoir à peu près plus de 400 données par bâtiment. Donc ça va de l'implantation géographique, ça a été des bases de données qui sont issues, par exemple, de l'IGN pour les implantations géographiques, que vous allez retrouver notamment sur les bases de données cadastrales, cadastre.gouv. Il y a des bases de données sur les consommations d'énergie, des bases de données sur les DPE. Et toutes ces données-là, elles sont croisées de manière à, quand elles n'existent pas, être statistiquement générées pour un bâtiment équivalent, et ainsi arriver à chacun des bâtiments à avoir un corps de données suffisant pour pouvoir par la suite simuler certains sujets
Et donc, on est bien dans un croisement de données de toutes ces bases issues des différents contributeurs. Et vous avez vu, ils sont nombreux. On a une trentaine de contributeurs. C'est là la complexité, d'ailleurs, de faire interopérer ces bases. Et ensuite, on a d'autres problèmes qui sont liés à la responsabilité juridique de certains acteurs, notamment quand on a des bases de données fiscales. Est-ce que vous avez eu des difficultés par moment et lesquelles sur la collecte de ces données? Vous avez croisé 30 bases de données. Alors, la difficulté, elle est assez simple. Elle est celle de la donnée, c'est une base, tout le monde a une base et tout le monde croit que la donnée a de la valeur. Donc, si j'ai de la valeur, il faut négocier pour la transférer à d'autres. Même au sein des acteurs publics, on a eu des difficultés à faire interopérer de bases de services de l'État qui, en fait, sont des bases publiques. Donc, on a quand même réussi à dépasser ça en mettant des clauses et des organisations à la fois au niveau juridique, mais qui préservent aussi les intérêts de tout un chacun. Et c'était quand même assez difficile, c'est un des points importants. Ce n'est pas que la technique au sens scientifique ou technique ou informatique, il y a quand même une vraie part juridique qui était importante et une mise à disposition de données collectives. Donc quand on a des données manquantes, on peut les prédire et ensuite on peut faire tout type de simulation. Alors quand je dis tout type de simulation, on a décidé au départ d'accompagner les différents acteurs, comme je disais, c'était les particuliers, c'était les bailleurs, c'était les collectivités territoriales qui sont en cours et puis le tertiaire qui est en train de devenir, puisqu'on s'était plus préoccupé sur le logement. Qui n'ont pas les mêmes besoins, ces 4 communautés, on va les appeler comme Voilà. ça, et il faut essayer de les aiguiller le mieux possible en fonction de leurs besoins respectifs. Tout à fait, et de générer les données qui sont nécessaires à l'objectivation des meilleures solutions pour leur rénovation. Alors, ce qui a été en termes d'application, par exemple, vous connaissez les DPE puisqu'ils existent et plus ou moins de manière importante, puisqu'on a 20% des bâtiments qui ont un DPE. Si je regarde aujourd'hui où est-ce qu'ils sont et que je les compare avec des DPE qu'on a été en capacité de resimuler sur 100% des bâtiments, on voit effectivement que déjà, comme c'est connu, il y a des écarts entre les DPE réels et les DPE simulés. On peut tout à fait expliquer, que ce soit d'un côté sur la qualité de la réalisation des DPE ou que sur les hypothèses de simulation qui ont été mises en œuvre. Et ça permet d'objectiver beaucoup plus de manière importante les choix, notamment pour un acteur territorial, s'il a une rénovation de quartier, de se dire tous les bâtiments de ce type-là, qui sont par exemple des années 70, ce sont eux que je vais prioriser dans la rénovation, plutôt que les bâtiments plus anciens qui ont par exemple plus d'inertie et qui ont moins de difficultés en termes de DPE. Autre exemple, connaître la consommation réelle du parc. Donc on voit sur les 36 millions de logements que effectivement la performance énergétique n'est pas top et qu'on a à peu près une vingtaine de pourcents qui sont sur le logement des propriétaires individuels et qui ont des qualités qui sont somme toute améliorables puisque la partie EFG aujourd'hui elle pèse pas loin de 5 à 6 millions de logements. Le logement social, qui est quand même quelque chose qui est géré, a su faire les rénovations qui lui permettent d'avoir un niveau de performance supérieur. Mais dès qu'on est sur le locatif vacant ou sur le locatif, je dirais, privé, on a des vraies difficultés à avoir une performance. Et c'est ces logements-là, en plus, qui vont devoir faire l'objet prioritairement d'actions. Alors déjà, obligatoire, puisqu'ils peuvent plus être en location. Donc il y aura ces obligations et il faut les aider à trouver quelle est la meilleure solution pour atteindre le niveau de performance souhaité. Ça a permis d'avoir, par exemple, la proportion de passoires énergétiques. Là, elle est mise à l'échelle nationale, mais vous la zoomez à l'échelle, y compris d'un quartier. Ce qui, pour l'acteur public, quand il y a des aides à donner sur la rénovation, que ce soit au sein de l'ANA ou au niveau des acteurs territoriaux, c'est d'identifier les cas et les logements qui devraient être traités en priorité. Et évidemment, là, on est sur le point énergétique, mais on a d'autres composantes qui interviennent, notamment les performances en termes acoustiques que l'on peut déduire, les expositions qui sont de tout type, notamment sur les îlots de chaleur urbains, par rapport à la capacité à être résilient à une vague de chaleur. Et donc tout ceci permet d'objectiver et de visualiser et de quantifier par bâtiment, donc comme je le dis, à partir de données réelles et ou de manière simulée. Autre exemple, vous pouvez connaître pour les différents types de vecteurs énergétiques, et là on les représente alors à l'échelle du quartier ou à l'échelle nationale, quels sont les vecteurs de chauffage prépondérants entre l'électrique, le fuel, le bois ou autre type d'énergie. Donc tout ceci est très précis, à la fois très global, mais à la fois très précis, et permet d'aller sur une objectivation et une décision qui est au sens global, voire pour les politiques publiques, et descendre jusqu'à chaque projet et chaque bâtiment. Donc le sujet après de l'équation, c'est de savoir est-ce qu'on doit traiter chaque bâtiment de manière individuelle ou est-ce qu'on doit traiter des bâtiments par typologie, ce qui, dans le sens de la massification, est peut-être préférable. Et certains types de bâtiments ne seront très certainement pas
gérable par une massification. Donc il faudra traiter en individuel. Et tout ceci le permet. Et autre exemple, on a les années de construction qui ne sont pas inintéressantes. Quand je dis les bâtiments des années 70, ce ne sont pas forcément les meilleurs en termes de performance énergétique. Et on a par exemple les matériaux de toiture. Enfin, on a tout un tas de choses que l'on peut arriver à déduire. Et cette base-là, à partir de là, permet aux acteurs, que ce soit les maîtres d'ouvrage, que ce soit les bailleurs, que ce soit les gestionnaires. Ou les élus. Ou les élus. Et j'allais y venir sur la partie politique, Oui, donc c'est-à-dire les élus, et y compris les politiques publiques au niveau de l'État, d'étayer les décisions qui seront prises par des données qui sont effectivement là fiables. Alors la BDNB, c'est la seule base qui existe au niveau français, au sens. C'est pour ça qu'on l'a appelée la base nationale de données des bâtiments, base de données nationale des bâtiments. Il y a un vrai sujet, si vous faites un comparatif avec ce qui s'est fait dans l'automobile, il y a eu une énorme évolution du secteur automobile à partir du moment où on a commencé à faire du contrôle technique et à avoir une base de données unique de tous les éléments sur les véhicules. Les industriels s'en sont emparés et vous regardez aujourd'hui, les véhicules ont une fiabilité qui est sans commune mesure avec ce qu'elle était avant et dans des niveaux de coûts qui se sont fortement abaissés. Ça nous a donné une cartographie précise de l'état du parc automobile de la France. Et là, c'est un petit peu l'idée aussi avec cette base de données. Voilà. Donc c'est un travail qui a mis beaucoup de temps à éclore dans l'esprit des acteurs, des politiques aussi et des financeurs. Donc aujourd'hui, ça existe. Ça a été mis à disposition pour 3 niveaux, à la fois pour tout un chacun qui peut l'utiliser avec un certain niveau de données en open data, pour une partie expert qui est utilisée donc sur une base payante pour des aspects liés à des projets et qui descendent avec des données plus précises, et puis sur une autre partie qui est R&D qui reste très ouverte sur la génération de nouveaux services qui peuvent être de tout type. Alors, la table ronde précédente, on parlait de la partie politique et qu'est-ce qui pouvait aider un élu local pour prendre des décisions sur la rénovation. On en est venu à la conclusion qu'il fallait impliquer toutes les couches des collectivités territoriales, régions, départements, interco, communes. Avec un outil comme ça peut être un outil d'aide à la décision pour les élus. Tout à fait. Et puisqu'il est multi-échelle et multiscalaire dans une certaine mesure, puisqu'on parle à la fois de la connaissance sur l'énergie, on va parler aussi de la connaissance des systèmes de ventilation. On va parler éventuellement de l'exposition au rayonnement des antennes électromagnétiques, puisqu'on est en capacité de simuler quels sont les flux auxquels on est soumis. Donc il y a tout un tas. À partir du moment où on a de la donnée et qu'on a des modèles de simulation scientifique, on est en capacité d'avoir beaucoup d'informations. La question après, c'est combien et à quel niveau doit-on descendre pour passer à la décision et ne pas donner ni noyer l'acteur décideur dans un flot d'informations qui est inapproprié. Donc c'est optimiser le set de données pour aller plus facilement et plus précisément à une solution optimale qui, je le rappelle, va se dérouler sur les 5 phases qui sont celles de la rénovation. Connaître le parc, la BDNB le permet. Connaître les solutions techniques qui sont offertes aujourd'hui par les différents acteurs industriels, on les connaît. Il faut être en capacité de les simuler pour savoir quelle est, de manière optimale, leur contribution à la performance souhaitée. Au milieu, et c'est le vecteur pour tout, c'est comment on finance tout ça, à la fois sur le projet et à la fois sur l'État-nation, c'est-à-dire est-ce qu'aujourd'hui on laisse les dépenses liées à la rénovation dans le cadre de Maastricht, on le sort, la France ayant, comme tous les pays européens, le même niveau de qualité du parc et qui devrait être rénové au même niveau si on veut lutter contre le changement climatique. 4e point, c'est si on a tout ça, comment réalise-t-on ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est en capacité d'avoir la main-d'œuvre et la ressource nécessaire pour réaliser ces bâtiments ? Est-ce qu'on a une logique d'industrialisation qui se développe pour certains sujets ? Et après tout ça, in fine, et comme l'a rappelé Philippe, il faudra mesurer les performances de ce que l'on avait prévu d'obtenir par rapport à un état initial qui est donné par la BDNB. Mesurer le décalage entre la théorie et la mesure réelle. Philippe Estingois, alors là on vient de présenter cette base de données. La méthode de mesure sereine, solution d'évaluation de la performance énergétique intrinsèque des bâtiments. Donc on a à plusieurs reprises posé des questions sur comment on évalue après coup la performance. Là vous allez nous présenter cette méthode qui est destinée à la maison individuelle. Spécifiquement, c'est ça ? Aujourd'hui, c'est destiné essentiellement à la maison individuelle, mais on a un travail pour l'élargir au collectif. Donc le leitmotiv par rapport à ça, c'est la confiance. Donc notre enjeu, c'est que les particuliers, quand ils font des opérations de rénovation, ils aient confiance quant au résultat qui va être acquis. Alors, premier élément de confiance, que l'on a travaillé dans le cadre du projet Rénobox, ça a été de mettre à disposition des acteurs
des outils numériques d'autocontrôle et de réception des travaux qui sont réalisés. Donc, au travers d'une obligation donc, de moyens. Donc, donc, on vérifie que les moyens qu'il était prévu de mettre en œuvre pour atteindre une performance ont bien été mis en œuvre. Donc ça, ce sont des outils qui sont actuellement donc, à disposition de l'ensemble des acteurs, outils d'autocontrôle, outils de réception. Au-delà de ces moyens, eh ben, il faut aussi donner la confiance par le résultat. Et le résultat, il ne faut pas qu'il soit donc qu'il ait un caractère aléatoire quant à sa mesure. Et donc pour mesurer la performance énergétique donc, objectivée, il faut qu'il n'y ait personne dans la maison. Donc il faut qu'on fasse une mesure en ayant le bâtiment vide et pour avoir exactement donc, la performance de l'enveloppe du bâtiment. C'est ce qu'on appelle donc, la performance donc, intrinsèque. Aujourd'hui, il existe une norme européenne pour faire ça. C'est une norme européenne qui indique que la mesure doit se faire sur 21 jours, ce qui est quand même globalement pas très pratique et c'est pas du tout utilisé. Et donc maintenant, ça fait plusieurs années, près de 10 ans, donc on travaille donc sur un nouveau dispositif et sur lequel on a maintenant enfin bien avancé, donc qui permet de faire la mesure en mobilisant, donc en fonction des cas, aux alentours de 24 heures. Donc, pour faire la mesure de cette performance énergétique intrinsèque. Alors, le principe... 21 jours, c'était un peu long, parce qu'on les met où les gens pendant les 21 jours où il faut que le bâtiment soit vide en l'occurrence, on ne l'utilisait pas. Ouais, voilà, c'était pas pratique, quoi. Voilà. Alors, le principe de la mesure de la performance énergétique intrinsèque, il est très simple. Donc, l'enveloppe, c'est mon gobelet qui est renversé. Donc, on met à l'intérieur un dispositif de chauffage, un dispositif pour mesurer la température, et puis on regarde ce qui se passe à l'extérieur, donc l'extérieur étant le milieu naturel. On met donc des capteurs à l'extérieur, des capteurs à l'intérieur, un outil de chauffage dont on mesure donc, ce qu'il apporte donc, en termes de thermie à l'intérieur pour maintenir un niveau de température. Et à partir de ces données, donc, il y a un algorithme qui est développé et qui permet de donner la performance du gobelet. Donc, en l'occurrence, sur le schéma qui vous est présenté, on voit que c'est très simple. Donc, les gens sont mis dehors. Là, ils sont effectivement dehors. Et il est contrôlé qu'ils sont dehors. Puis, il y a deux petits outils à l'intérieur qui font à la fois le chauffage, la répartition des thermies et la mesure, l'enregistrement de la mesure de la température. C'est le boîtier gris en haut à gauche, là. C'est ce qui est en rose. Ouais, c'est ça, en rose, d'accord. Oui, en rose. Et là, c'est un zoom. Et puis, en haut à gauche, c'est un zoom qui montre qu'effectivement, qu'il y a toutes les fonctions dans l'outil. Et puis, à l'extérieur, il y a un autre outil qui mesure la température, la vitesse du vent, etc. Donc ça marche. Donc ça marche et on obtient là une présentation rapide des outils. Donc à gauche le module intérieur dont je viens de vous parler, donc avec tout ce qu'il faut. À l'extérieur, donc à droite, donc les modules qui sont à l'extérieur, à la fois pour l'ensoleillement, la température, etc. Et puis au milieu un outil qui permet de piloter l'ensemble. Donc là, des photos de l'installation, ça prend un peu de place. Hein, c'est exactement ce que j'allais vous demander. C'est pas parce que ça gêne les gens qu'on les met dehors, hein, parce que ça prend un peu de place. C'est vraiment de façon à ce qu'on ne soit pas perturbé par le comportement des personnes. Alors il y a eu d'ailleurs des recherches par rapport à ça, hein, qui donnent des recherches universitaires dans différents pays, qui mettent en évidence que l'écart en fonction d'un comportement entre guillemets normal de différentes personnes. Donc ça fait un différentiel de 50 kWh par mètre carré par an, donc plus ou moins. Donc quand on a comme objectif d'arriver à ce chiffre de 50 kWh de mètre carré par an, si c'est plus ou moins, c'est quand même pas idéal pour savoir la réalité de la performance. Quand on n'est pas du tout isolé, ça joue peu finalement. Hein, c'est quand on est bien isolé qu'il y a un gros différentiel. Mais quand on est bien isolé, ça fait vraiment un très très gros différentiel. D'où l'intérêt d'avoir une amélioration de la mesure que l'on peut faire plutôt que simplement de regarder les factures de chauffage et les consommations. Donc là, on va bien au-delà des consommations. Les comportements dont vous parlez, ça peut être quoi ? Est-ce que c'est, je ne sais pas, s'il y a 3 chiens dans la famille, si les gens s'agitent beaucoup, si on ouvre le frigo toutes les 3 minutes ? Quand j'ai dit c'est du comportement normal, hein, c'est
j'ouvre la fenêtre 20 minutes et l'autre il l'ouvre pas. Quand j'entre avec mes affaires, je laisse la porte ouverte jusqu'à ce que donc je prends 10 minutes pour tout rentrer. Donc tous ces usages un peu ordinaires, en fait, ça affecte quand même un peu la mesure. Le résultat par rapport à la théorie, ou bien moi, au lieu de prendre des douches de 5 minutes, je prends des douches d'un quart d'heure parce que j'aime bien. Voilà. Et donc ça modifie quelque peu le résultat. Et donc la volonté, là, c'est d'avoir un dispositif donc sans l'aléa du comportement des usagers. Au-delà de ce dispositif sur l'enveloppe, on a aussi un outil qui permet de contrôler la performance des installations. Donc la performance énergétique, il y a à la fois l'enveloppe qui permet de conserver donc, les thermies à l'intérieur, et puis d'autre part, il y a la transformation d'énergie donc en énergie électrique et en autre énergie. Et donc pour ça, il est fait un examen systématique de l'ensemble donc, des outils qui sont donc, des installations qui existent dans la maison. Et là, donc c'est le mélange des résultats donc, sur l'enveloppe et la valorisation donc, de l'ensemble des systèmes qui donne donc, un classement donc, sur ce bâtiment. Alors, en pratique, aujourd'hui, avec de l'isolation thermique par l'intérieur, on arrive à faire ça en moins de 24 heures. Isolation thermique par l'extérieur, il faut des circonstances pour faire ça en moins de 24 heures. Et globalement, donc, on a fait des tests, donc des simulations, donc plusieurs milliers, et puis des tests en grandeur réelle sur des bâtiments existants, donc, qui ont permis de caler l'ensemble du dispositif. Et aujourd'hui, on arrive à avoir vraiment donc, un système qui fonctionne proprement. Donc là, vous avez fait une démonstration sur la maison individuelle, oui. Mais ce que vous disiez, c'est qu'on peut le faire aussi avec les bâtiments. Alors, je vais vous expliquer un petit peu plus tard avec les bâtiments. Je donne un deuxième élément sur la maison individuelle. Le travail aujourd'hui, c'est que la non-atteinte de la performance, ça intéresse quand même tout le monde de comprendre pourquoi alors qu'en théorie, on devrait avoir un niveau de performance, pourquoi on ne l'a pas atteint. Et donc ça, c'est un travail que l'on va faire sur donc, de nouvelles expérimentations. On va donc faire concomitamment une mesure sereine et une inspection détaillée de défauts donc, qu'il y a dans la construction. Et on va essayer de trouver la corrélation entre un éventuel ensemble de défauts et une performance qui ne correspond pas à ce qui était prévu. De façon à ce qu'on puisse dire aujourd'hui, demain, quand on le saura, parce qu'on ne le sait pas encore. C'est déjà demain. Ici, il y a un défaut, mais ça ne dégrade pas la performance. Par contre, là, il y a un autre défaut et qui dégrade la performance de temps. Là, il y a encore un autre défaut qui dégrade la performance de temps. De façon à ce que, donc, sans pour autant faire une mesure, on soit capable de donner une information sur donc, la réalité donc, de la performance. Donc ça, c'est pour la maison individuelle et c'est très proche. Hein, donc dans 18 mois, 2 ans, on saura faire ça. Donc pour les défauts de base, on fait ça avec la caméra thermique. Et aujourd'hui, donc avec la caméra thermique, on voit des défauts. On n'est pas capable de dire donc, les conséquences en termes de performance de ces défauts et on le saura. Alors au-delà de ça, donc, il y a besoin de faire aussi développer la méthode dans le logement collectif, hein, puisque parmi les bâtiments donc, pour lesquels il y a besoin de faire de la rénovation et s'assurer de la performance de la rénovation, il y a le logement collectif. Alors le logement collectif, c'est plus compliqué, parce que si on met plusieurs gobelets comme ça à coller... Vous en voulez d'autres pour faire des... Ça ne suffit pas. Donc ça ne marche pas bien. Donc là, le logement collectif, la réflexion, ça a été de... Donc on ne va pas vider totalement un immeuble, donc c'est trouver... Donc 1, 2, 3 appartements donc, qui seront représentatifs de la performance globale de l'immeuble. Et donc, pour pouvoir faire cela, donc, on fait un certain nombre de recherches pour trouver ce qui est le plus représentatif. Parce qu'on imagine bien qu'un appartement qui est en angle, donc au dernier niveau, il n'a pas les mêmes enjeux d'apport énergétique qu'un appartement qui est en façade, au 3e étage, avec un étage au-dessus qui est chauffé et un étage en dessous qui est chauffé. Donc on a besoin d'identifier le bon dispositif pour avoir donc, un résultat qui est fiable par rapport à l'ensemble. Et donc on a besoin de travailler d'autres échanges donc, au travers de parois qui n'existent pas en maison individuelle. Donc en collectif, il y a des parois entre appartements. Il
il y a des parois entre appartements et parties communes. Et donc, on a besoin de connaître aussi, donc pour pouvoir donner des éléments donc en collectif, les échanges donc de thermie entre deux appartements, et puis entre appartements, et puis les parties communes. Et donc, pour faire cela, donc, on va mettre en place donc, ce qu'on appelle donc, des flux-mètres, donc, qui vont mesurer... Des quoi, pardon? Des flux-mètres, donc, qui vont mesurer le flux d'énergie qui passe dans le bâtiment. C'est comme si on révisait notre cours de physique sur les échanges thermiques, un peu. Voilà, mais en plus simple, quand même. Oui. Voilà. Donc là, c'est un exemple de travail qui a été fait et qui doit aboutir. Donc aujourd'hui, on est en recherche. Donc s'il y a des gestionnaires de patrimoine immobilier, on est en recherche d'immeubles, de logements collectifs pour pouvoir faire des essais. Donc je préviens que c'est gratuit, les essais. Donc c'est nous qui finançons et on souhaite avoir donc des propositions par rapport à ça. Vous pouvez nous écrire sur le site de Profil 2 ou sur le site de l'AQC. C'est pour poursuivre les expérimentations sur un plus grand nombre encore de bâtiments et affiner l'outil. L'objectif, c'est qu'on touche effectivement l'ensemble des logements pour donner de la confiance à l'ensemble des habitants sur la qualité des travaux qui sont réalisés. C'est un gros chantier que vous avez mené. Qu'est-ce que vous avez comme message principal à faire passer là ici sur ces Reno Days? De quoi vous avez besoin pour pouvoir tendre vers cet objectif massif de rénovation globale? Là, vous avez mis au point des outils qui font du recensement précis des bâtiments. Donc, je suppose que c'est un travail qui a duré des années. De quoi vous avez besoin pour aller plus loin? Alors pour aller plus loin, c'était l'objectif qu'on avait donné sur GoRénov, le terme et le choix qui avait été fait de GoRénov. C'était un anglicisme que tout bon n'aurait pas aimé, mais le ministre pour la langue française. Cependant, ce qui est assez intéressant, il faut que tout un chacun aille sur gorenov.gouv. Je pense que c'est la bonne adresse, ça doit être ça, gorenov.gouv. Et vous allez chercher, en rentrant votre adresse, les données qu'il y a sur votre bâtiment, que ce soit votre maison individuelle ou bâtiment collectif. Et vous serez d'ailleurs surpris d'apprendre pour certains que si vous n'êtes pas dans votre maison que vous avez fait construire, mais vous trouverez la date de construction que la plupart du temps les gens n'ont pas en tête. Et vous allez voir tout un tas de données qui sont disponibles et qui caractérisent un petit peu, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient resimulées, mais la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et ça va vous aider dans une certaine mesure, à partir du moment où vous avez une volonté de réduire votre facture énergétique, de contribuer au changement climatique, à son réduction de ses impacts, à adapter votre bâtiment. Ça peut aider l'habitant à s'approprier les informations en fait, sur son habitat. S'approprier et aussi avoir des éléments factuels qui, par rapport à une solution qui va être proposée, demandent que l'on parte de cette base de données. Puisque trop souvent, on a des propositions qui sont faites sur des données qui sont assez parcellaires, alors que là, on a une richesse de données très importante. Donc ça peut être un des éléments qui est un précurseur, c'est-à-dire je voudrais rénover, je regarde, je vois toutes les données. Et je vois où j'en suis. Je vois où j'en suis. Et là, je peux me dire, je peux commencer à y aller. Je peux aller voir un architecte, un bureau d'études qui commenceront à m'aider à faire les solutions qui conviennent. On a quelques minutes pour prendre des questions ou remarques de la salle. Monsieur Pellegrin. Bravo, hein, ces deux outils sont super. Si je voulais ajouter une note un peu sarcastique, je dirais dire qu'il a fallu attendre 2023 pour avoir ça. Ça fait longtemps qu'on en a besoin. Mais alors moi, comme on travaille à l'échelle des îlots, tout ça, cette base nous intéresse beaucoup. On avait regardé avec Cerema. Donc cette base intègre bien les données que Cerema avait, avec certains filtres, parce que Cerema allait jusqu'au revenu du ménage et l'âge du capitaine. J'ai entendu que c'était gratuit pour le premier niveau. Nous, je pense qu'on aura besoin, comme certains professionnels ici, du deuxième niveau. Le troisième niveau étant à nouveau gratuit pour les chercheurs. Combien coûtera le deuxième niveau? Alors là, Joker, je n'ai pas suivi ça. C'était pas la question que j'ai regardée. C'est un penseur. Il ne s'occupe pas des questions financières. C'est un penseur statisticien. Ça va coûter cher ou pas? Philippe, il a la réponse. Le principe, j'avais une question pour Philippe. Oui, je réponds à la question d'Hervé déjà. Le principe, c'est que l'ensemble de ce qui est produit dans le cadre des grands programmes que je vous ai cités est mis à disposition gratuitement. C'est ça le principe de base.
ces grands programmes sont financés pour produire des outils qui sont mis gratuitement à la disposition de l'ensemble des acteurs. Et donc, dans le cas de Gorenov, donc ce qui est produit et qui est mis gratuitement donc, à la disposition des acteurs, c'est le premier niveau, hein, ce qu'Hervé a confirmé. Mais après ça, il peut y avoir donc, des éléments supplémentaires. Et globalement, donc, dans la réflexion qu'il y a eu, donc, l'élément supplémentaire, dans l'obligation, il n'y a pas d'obligation de gratuité. Et le coût va être recherché en fonction du coût d'entretien de l'outil. Donc, vous le savez tous, un outil informatique, ça s'entretient, ça demande des moyens. Et donc on ne sait pas. Il y a un calcul prévisionnel de coût d'entretien qui est en train d'être fait. Et c'est à partir de ça, et puis un scénario d'abonnement, qu'il pourrait être formalisé. Ça peut être sur abonnement, d'accord. Voilà. Oui, c'est l'idée, c'est un scénario d'abonnement donc, qui pourrait être identifié. Globalement, au regard de ce que ça va apporter, ce sera un bon investissement donc, pour toi. Enfin, moi, je me suis déjà livré à ce genre de test. Ce que j'aperçois en cliquant sur mon immeuble, c'est que c'est globalement juste, mais spécifiquement faux en même temps. Donc, ça veut dire que les gens qui vont travailler sur ces outils-là, sur ces bases de données, ils vont les qualifier et les rendre plus fiables. Donc, bon, c'est un processus d'amélioration continue. Dans le modèle économique, il faudra tenir compte aussi de l'enrichissement des utilisateurs pour fiabiliser ces bases de données qui, issues d'open data, sont approximatives sur pas mal de points. Est-ce que l'idée, ça serait peut-être que la contribution d'amélioration soit compensée par... j'ai bien compris le d'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire une remarque sur ce point? Monsieur, je ne sais pas compter les rangs, l'avant-dernier rang. Bonsoir. Bonsoir, Laurent Guidamar, architecte. J'ai peut-être dormi à un moment donné, mais je n'ai pas compris la différence entre le premier niveau et le deuxième niveau. Allô? Oui, c'est le fric. Ouais. Non, mais ce que vous nous donnez, qu'est-ce que vous allez nous donner pour le premier niveau et qu'est-ce que vous allez nous donner pour le deuxième niveau? Alors, c'est la mise à disposition de données brutes au premier niveau et de données un petit peu plus travaillées, un petit peu plus sophistiquées au deuxième niveau. Donc, il faut le faire simple, là. Mais autrement, si vous voulez avoir le détail, hein, c'est en train d'être calé, tout ça. Donc, vous pouvez aller sur le site de Gorenov, sur le site de Profil 2, et vous aurez les informations très précises. C'est en train d'être calé. Je signale que le programme Profil 2, dont nous avons parlé, est à échéance de fin 2024. Hein. Donc là, on donne des informations alors que tout n'est pas encore fini. C'est comme un peu une avant-première un peu de ces programmes. Merci beaucoup à tous les deux. C'est la dernière table ronde de cette journée. Philippe Estingois, directeur général de l'agence Qualité Construction. Hervé Charrue, directeur général adjoint en charge de la recherche et du développement pour CSTB. Merci à tous les deux. Vous pouvez regagner vos places. Quant à moi, je vous remercie infiniment parce que c'était très dense ces 2 journées. Je vais conclure ces Renault Talks puisque là, c'était la dernière conférence de la journée. Alors, merci beaucoup d'avoir été nombreux, attentifs et d'avoir posé des questions. Pour continuer la conversation, vous n'hésitez pas à intervenir avec des idées, des commentaires, des solutions, des contradictions. On a le droit en utilisant le hashtag RenoDays. Et la rénovation énergétique, bien entendu, elle sera à l'ordre du jour l'année prochaine, ici, au Mondial du bâtiment. Et je vous donne rendez-vous en 2025, après les JO, pour la 2e édition de ces RenoDays. Bonne soirée à tous.